Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Analyse juridique. Et cette fois-ci, nous invitons encore Maître Komosolo Koukama, qui est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Ancien juge assigné au tout premier tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire. Il est président du club des orateurs majeurs excellentissimes. Je pense que nous pouvons nous limiter par là à sa présentation. Maître Com, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez de partout, parce qu'aujourd'hui, grâce à la magie du numérique, c'est tous les 5 continents et tous les 7 milliards d'habitants qui peuvent entrer en contact avec nous. Voilà, je vous salue tous. Bonne écoute. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, merci encore merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de notre sujet. Il s'agit de la généralité sur la protection de l'enfant. Maître Com, pourquoi protéger l'enfant? Et aujourd'hui, nous taillons sur cette question de l'enfant. Ouais, quand on parle de la protection de l'enfant, automatiquement nous pensons à l'outil, à l'instrument dont l'État se sert pour pouvoir assurer la protection à ses habitants. Nous avons des vieillards, nous avons des personnes adultes, nous avons des jeunes, des adolescents et puis des nourrissons. Nous avons même des fœtus qui sont encore en gestation dans l'utérus de leur maman. Voilà. Donc, dès que l'enfant est simplement conçu, commence alors la protection de ce dernier. Alors, qu'est-ce que l'État congolais a prévu pour protéger l'enfant, peut-être la protection sociale, judiciaire et tant d'autres? L'État a prévu des mécanismes protecteurs de l'enfant à partir de l'avènement de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant en protection de l'enfant. Et c'est le produit de l'évolution dans la protection de l'enfant. Nous sommes partis dans la nuit des temps du décret du 5 décembre 1950 sur l'enfance délinquante. Et lorsque le législateur s'est rendu compte que la protection n'était pas suffisamment efficace, alors il a essayé d'améliorer avec l'avènement en 1940 du code pénal, où il a inséré quelques dispositions protectrices de l'enfant. Il y a également le code de la famille en 1987, année de la promulgation, puis 1988, année de la publication au journal officiel. Là également, il y a quelques dispositions éparses protectrices d'enfants. Et en évoluant, parce que la vie est mouvante et donc évolutive, le législateur s'est rendu compte qu'il fallait mettre à la disposition, c'est-à-dire consacrer à l'enfant un outil un peu plus performant, et c'est bel et bien la loi portant protection de l'enfant que nous venons d'évoquer et dont nous voulons en quelques traits saillants parler. Que pouvons-nous dire en ce qui concerne la protection de l'enfant? Il faut d'abord retenir que l'enfant, c'est une personne qui est vulnérable, qui est immature, hein, au triple sens, dans une triple dimension, une immaturité physique, émotionnelle, intellectuelle, etc. Alors, tout ça, ça fait que ça conduit le législateur à pouvoir mettre en place des mécanismes susceptibles de le protéger. C'est ainsi que quand vous parcourez la loi qui protège l'enfant, vous allez vous apercevoir que le législateur a articulé en 3 compartiments les types de protection. Il y a la protection sociale, la protection judiciaire ainsi que la protection pénale de l'enfant. Et si l'on doit partir de la protection sociale,
Là, on va voir comment l'enfant, parce que l'enfant vient dans un couple, et dès que l'enfant apparaît, alors on a une famille. Lorsqu'un homme et une femme se mettent en couple, ils constituent une alliance et non pas une famille. La famille n'apparaît qu'avec l'arrivée de l'enfant. Voilà que l'enfant sera accueilli dans un cadre et dès cet instant commence automatiquement sa protection, la protection de l'enfant en famille. Là, vous allez voir les droits qui lui sont reconnus, tels que le droit au nom, le droit de connaître ses pères et mères, le droit à un environnement décent, c'est-à-dire au logement, etc., à l'éducation. Voilà, il y a toute une kyrielle de droits qui lui sont reconnus dans une quarantaine de dispositions légales. Et à part la protection sociale de l'enfant, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, sauf que c'est pas le cadre, ce n'est ni le cadre ni le moment de pouvoir faire l'anatomie de la protection de l'enfant. Et vient ensuite la protection judiciaire. Là, nous avons l'équivalent de l'enfance délinquante, terminologie déjà proscrite, parce que dans l'ère actuelle de la protection de l'enfant, le législateur prohibe, interdit les termes stigmatisants. Voilà, c'est ainsi que l'on parle de l'enfance en conflit avec la loi. Dans la protection judiciaire, on voit l'enfant qui est auteur de ce qu'on appelle manquement qualifié de telle infraction à la loi. Voilà. Et après la protection judiciaire vient la protection pénale. Ici, c'est l'enfant qui est victime des actes délinquentiels, infractionnels perpétrés par une personne adulte ou majeure. Voilà. Et si nous recourons à l'article 2.1 de la loi portant protection de l'enfant, on va s'apercevoir que le législateur entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Attention, attention au mot. Avec l'avènement de la loi portant protection de l'enfant, à compter du 10 janvier 2009, qui est une loi spéciale, et nous disons en droit, il y a un brocard latin qui dit « specialia generalibus derogant ». Donc le spécial déroge au général. Le législateur de 2009 a apporté une nouvelle terminologie, étant entendu que toute discipline scientifique se singularise par l'usage ou l'emploi des termes appropriés. À partir de 2009, 10 janvier, il ne faut plus utiliser le terme mineur. Il ne faut plus l'utiliser. Parce qu'il est des ouvrages qui reprennent l'expression enfant mineur. Mais ça, c'est une tautologie. Parce que enfant déjà veut dire mineur. Donc ce terme en droit de l'enfant congolais est venu se substituer au terme mineur. Donc, c'est une aberration, sinon une monstruosité, un manque d'information que de lire dans certains ouvrages et même dans la Constitution du 18 février 2006. Vous allez trouver là-bas enfant mineur, enfant mineur. Alors, vous vous rendez compte que le constituant doit aussi tout faire pour se mettre à jour. Donc, il n'y a pas que les smartphones qui doivent être mis à jour. Ça, ce sont des objets. Donc, je pense que les premiers à se mettre à jour, ce sont les humains. Parce que c'est à l'homme que revient la tâche de cultiver la terre, c'est-à-dire de la maîtriser. Alors, comment allons-nous prétendre maîtriser les objets si nous ne nous maîtrisons pas nous-mêmes? Donc voilà, ce genre d'histoire doivent être... Donc il faut se conformer à l'évolution de la loi et il faut lire et lire. Il faut se mettre à jour. Voilà. Okay. Et après la protection judiciaire vient la protection pénale. La protection pénale, c'est-à-dire qu'un adulte commet une infraction. Dans la protection judiciaire, le mot infraction n'apparaît pas, c'est le mot manquement. Pourquoi? Parce que la violation de la loi pénale par une personne âgée de moins de 18 ans que nous appelons enfant constitue un manquement. Ça, c'est pour éviter les termes stigmatisants comme nous l'avons déjà dit. Exactement. Et maintenant, là aussi dans la protection judiciaire, je tiens, maintenant parce qu'il s'agit de planter les décors avec la suite des émissions qui comme nous le souhaitons, auront un caractère pédagogique. C'est ici le lieu de pouvoir se rattraper. Qu'est-ce qu'il faut distinguer? Il faut établir une distinctivité entre l'enfant en conflit avec la loi
et l'enfant qui n'est pas en conflit avec la loi. L'enfant qui est en conflit avec la loi est âgé au minimum de 14 ans révolus, jusqu'à 18 ans moins un jour. Et là, il faut prendre note. Tandis que l'enfant qui n'a pas encore atteint 14 ans, c'est-à-dire qu'il y a 14 ans moins un jour, ce qui veut dire, par exemple, qu'aujourd'hui nous sommes le 4, si l'enfant est né le 5, et le 5, ça c'est quel mois? Août. L'enfant est né le 5 août 2023. Jusqu'à aujourd'hui, le 4 août 2023, quand il commet un acte qualifié de manquement, manquement qualifié de telle infraction, cet enfant-là n'est pas en conflit avec la loi. S'il commet cet acte aujourd'hui. Mais s'il le commet demain, alors là, il devient ESL, enfant en conflit avec la loi. Voyez-vous? Alors vous allez me demander comment nous allons le qualifier. Celui qui n'a pas encore atteint 14 ans, nous allons tout simplement le nommer enfant en cause. Voilà. Enfant en cause ou enfant mis en cause. On ne peut pas l'appeler enfant en conflit avec la loi. Donc c'est donc à tort que vous trouveriez, par malheur, sur certaines fardes, où l'enfant à qui l'on reproche un comportement réputé manquement qualifié d'infraction, mais qui n'a pas encore atteint 14 ans, on écrit ESL. On ne peut pas écrire ESL parce que il n'y a pas bénéficie de la présomption irréfragable de... Oui, ça c'est une conséquence. Mais d'abord, sa qualification, il n'est pas enfant en conflit avec la loi. Exactement. Et donc, il est absurde que l'affaire qui concerne ou qui contient son dossier puisse comporter la mention ESL. Non, il n'y a pas un enfant en conflit avec la loi dans ce dossier-là. Non, on doit supprimer ESL. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il y a une question par rapport aux enfants qui subissent des atrocités, par exemple à l'est de notre pays, et qui sont des enfants en déplacement, tout ça. Qu'est-ce que la loi a prévu pour la protection de ces enfants? Oui, là, ils méritent une protection spéciale parce que c'est une exploitation économique de l'enfant. Vous voyez dans les mines, par exemple, à l'est là-bas, Bunagana, Rutshuru Sake, Rubaya, etc. Dans cette zone-là, qui est en conflit, armé, on est en train d'exploiter économiquement, abusivement les enfants et qui a l'obligation de leur assurer la protection, c'est l'État congolais. Bunagana, Rutshuru, toute cette partie-là, partant de l'Ituri en passant par le nord Kivu jusqu'au sud Kivu, jusqu'à Lualaba, tout ça c'est l'espace territorialisé de la République démocratique du Congo. Vous voyez maintenant que nous tombons en plein dans la violation, dans la haute trahison qui se manifeste au travers de l'article 217 de la Constitution, qui est en violation flagrante, perpétuelle de l'article 53 de la loi dite foncière, appelée loi Bakajika, laquelle disposition dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et cet article 53, si nous faisons une combinaison alchimique avec l'article 9 de la Constitution que nous avons déjà lu ici, qui dit que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol et le sous-sol, vous voyez que l'article 217 est une haute trahison. C'est ainsi que nous avons besoin que l'État, et quand nous disons l'État c'est une structure, hein. Et le propre d'une structure c'est quoi? Une structure c'est une momification, la structure est statique, une structure est statique. Mais c'est l'homme qui apporte le dynamisme, qui insuffle la vie à une structure. Maintenant, quel est cet homme? Quels sont ces hommes-là qui doivent animer l'État pour pouvoir assurer le respect des lois que l'État a publiées? Voilà la question. Enfin, les institutions sont animées par les hommes. Mais quel type d'hommes? Il faut que ces hommes-là soient à la hauteur de leur tâche. À la hauteur de leur tâche pour assurer à la population, aux enfants, une protection efficace et je veux même dire efficiente. Parce que le mal a déjà atteint, quand je dis le mal, c'est-à-dire l'impunité, c'est-à-dire l'inefficacité à pouvoir assurer à toute la population infantile sur les 2 345 410 km² a atteint un niveau paroxystique déplorable, dramatique, aux conséquences délétères. C'est ainsi que nous avons besoin que l'État puisse faire valoir, qu'il puisse faire la démonstration qu'il a le contrôle, qu'il a la maîtrise de
son espace territorialisé dont la superficie est suffisamment connue. Merci beaucoup. Voilà. C'est peut-être la dernière question. Face à l'évolution, aujourd'hui nous avons les codes numériques qui a apporté quelques touches. Et aujourd'hui nous voyons les enfants manipulés dans les réseaux sociaux, dans des danses, dans des tournages là, je dirais même malsains. Et qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce que vous ne voyez pas que la loi portant protection de l'enfant doit s'adapter à la situation? Non, mais la loi a déjà réglé ce cas en disant que vous savez, avant même que l'État ne vienne protéger l'enfant, il y a une protection de proximité, c'est la famille. C'est pourquoi il est nécessaire, il est impérieux que l'enfant puisse naître en famille, c'est-à-dire dans un couple. Il faut décourager les naissances des enfants comme le font les esturgeons. Vous voyez, les esturgeons, eux, ce sont des oiseaux qui pondent des œufs de manière éparse et sans tenir compte du suivi de ces petits. Alors, un être humain qui est doté de la ratio, c'est-à-dire de la raison, mais doit marquer la différence en s'organisant dans sa société. Et le propre de toute société, c'est de s'organiser. N'oubliez pas que Aristote avait déjà soutenu en son temps que l'homme est un animal mais social et doté de la raison. Comme l'a dit aussi René Descartes, que nous sommes dotés de la raison. Alors c'est la raison qui fait que nous puissions ordonner la société. Alors, il faudra assurer à la famille une assistance. Quand il dit il, c'est-à-dire l'État, c'est l'État, doit assurer à la famille une protection. Parce que si la famille n'est pas protégée, n'est pas soutenue par l'État, comment est-ce que l'enfant qui est un élément du diagramme famille sera-t-il protégé? La protection de l'enfant doit passer par celle de la famille. Donc, c'est presque un vœu pieux et puis une chimère, une illusion pour quiconque de croire que l'enfant peut être bien protégé pendant qu'il vit dans une famille qui est fragile. Voyez-vous? Alors là, nous devons tous ensemble repenser et puis devenir des acteurs, des faiseurs, plutôt que des gens qui claironnent des dogmes qu'ils ne mettent pas en pratique. Voyez-vous? Donc, multa nondum facta sunt. C'est-à-dire, beaucoup de choses ne sont pas encore accomplies. Autrement dit, beaucoup de choses restent à faire. Nous devons tout faire, monsieur le journaliste, pour travailler sur la famille. Étant entendu que l'article 40 de la Constitution érige la famille en cellule de base de la société, de la communauté humaine. Imaginez maintenant que les enfants naissent dans un cadre désorganisé, dans un cadre hors du cadre familial, que les enfants se mettent à naître hors du cadre familial, c'est-à-dire avec une mère mais sans père, avec un père sans mère. Voyez-vous? C'est-à-dire des enfants qui naissent occasionnellement et contre le gré soit de la femme, soit de l'homme. De la femme qui conçoit ou de l'homme émetteur des semences reproductrices. Voyez-vous? Alors ces enfants-là vont évoluer comment? Voyez-vous? Un peu comme ce qu'on appelle les bananiokas, c'est-à-dire les petits du serpent, une fois ils viennent au monde, quand les œufs éclosent, c'est fini. Hein, ils s'éparpillent, hein. Chacun va se débrouiller, etc. Alors, où est-ce qu'on va assurer l'éducation? Il faut un cadre familial. C'est ainsi que nous en appelons à l'autorité étatique pour une fois de pouvoir faire en sorte d'apporter, disons, d'abord de mettre en place la loi portant protection de la famille. Pas le code de la famille n'est pas une loi protectrice de la famille, hein, voyez-vous. Alors, il faut que l'on prenne quand même certaines dispositions de sorte que nous puissions donner à la famille les moyens de pouvoir se faire obéir par l'enfant. La main qui donne, c'est la main qui gouverne ou qui dirige. Comment une famille qui ne sait pas subvenir aux besoins fondamentaux de l'enfant, quels sont ces besoins fondamentaux? Le logement, l'habillement, les soins médicaux, l'éducation, bon, alors, et l'alimentation. Quand on n'arrive pas, une famille n'arrive pas à pourvoir à l'enfant ses besoins fondamentaux, les parents n'auront pas d'autorité pour se faire obéir. Alors là, l'enfant va suivre l'éducation diffuse et il va faire un glissement de la zone d'intégration en passant par la zone de risque jusqu'à la zone d'exclusion sociale. Jargon dit social dont nous aurons l'occasion, avec la bénédiction du président Putu Iloa Dodé, qui est le jalonneur du tout premier tribunal pour enfants ici à Kinshasa. Je vous informe qu'il était à Mbujimayi pendant plus ou moins 10 ans. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a gratifié. Il est maintenant
promu au rang du conseiller à la cour d'appel de Kinshasa, Matete Kapemblu. Le président Poutou, il doit Dodé, c'est parmi vraiment les experts en droit de l'enfant en République démocratique du Congo. Nous serons vraiment heureux qu'un jour il soit également l'invité de votre chaîne. Ce sera une très bonne chose. Profitons de sa présence comme il est ici à Kinshasa. C'est un oiseau rare et une denrée rare. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup reste à faire, mais l'État doit nécessairement prendre les choses à main pour protéger valablement l'enfant. Et à l'égard de toute la matière que nous venons de bénéficier aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci à notre invité, avec l'espoir que même le président Dodé sera un jour notre invité. Et nous allons travailler sur ça, nous vous le promettons. Et égard à ce qui précède, nous ne pouvons que vous dire merci beaucoup. Et à la présentation, Mampo Yadon étaticien, nous vous aimons beaucoup. À plus.